Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au replay du webinaire Comment intégrer l'égalité femmes-hommes dans les projets de la politique de la ville. Ce webinaire a été organisé en collaboration entre l'IREV, Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, et l'association Lettres Égales, qui a vocation à accompagner les collectivités territoriales à la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques. Il a été conçu et animé en partenariat avec Claudie Vouet, chef de projet chez Lettres Égales. Ce séminaire se déroulera en deux parties, la première consacrée à des éléments théoriques de cadrage, la seconde consacrée aux outils mobilisables pour une meilleure prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les projets de la politique de la ville. Vous retrouverez le programme précis dans le descriptif de la vidéo et nous démarrons ce séminaire avec une première séquence de définition des termes. Si on part d'un socle où toutes choses n'étant pas égales, si on apporte des politiques qui sont uniquement des politiques d'égalité, qui consisteraient par exemple à donner la même chose à deux personnes qui déjà ne sont pas sur la même ligne de départ, bien évidemment, à l'arrivée, on n'est pas non plus sur la ligne de l'égalité. Donc il faut savoir évidemment manipuler l'équité pour pouvoir, quand c'est nécessaire, donner plus ou différemment à des groupes qui sont dans une situation différente ou en plus grande vulnérabilité ou dans une situation de discrimination. Donc parmi ces mots-là, dans ce nuage de mots, il y a des mots qui sont des mots qui reviennent plus souvent évidemment dans les politiques publiques, bien évidemment la question des discriminations, la question de l'égalité des chances, la question des droits, hein, puisqu'on est quand même aussi dans le droit commun quand on aborde les questions d'égalité femmes-hommes. C'est un petit peu compliqué toujours quand on est sur la question des discriminations parce qu'on entend souvent ce discours qui est ben oui, mais nous, on est sur la politique de discrimination, donc forcément, l'égalité femmes-hommes fait partie des discriminations contre lesquelles on lutte. Et on s'aperçoit que ça n'est pas toujours le cas et qu'il faut parfois pouvoir effectivement ressortir certaines particularités de certains types de discrimination pour pouvoir mieux les adresser. Ça fait un petit peu écho à l'introduction donc de notre déléguée aux droits des femmes tout à l'heure lorsqu'elle faisait référence à son expérience sur le sujet. Il y a dans ce nuage de mots des mots qui sont peut-être ceux qu'on manipule plus quand on est soit dans la mise en œuvre des actions ou même dans leur évaluation, même si, et on y reviendra certainement, la question de l'évaluation de l'égalité femmes-hommes au cœur des politiques publiques, ça reste un sujet assez problématique, hein. Donc, quand on est dans la mise en œuvre, le vocabulaire qu'on retrouve on va dire dans les dossiers hein, que vous partagez, ce sont des dossiers qui parlent souvent de stéréotypes, hein, de lutter contre les stéréotypes, d'augmenter la participation, la question de l'autonomisation, de l'émancipation sont des mots qui reviennent aussi souvent, même si encore une fois, on n'est pas toujours certain de trouver exactement la même signification mise derrière les mots. Le pouvoir d'agir, par exemple, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'autonomisation, qui est souvent perçue comme une autonomisation purement économique. Donc l'autonomisation, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi, elle est sociale, elle est l'autonomisation par rapport à soi-même, par rapport aux autres, l'émancipation par rapport à voilà, des autocensures qui sont aussi des formes d'autocensure souvent très intégrées par les personnes qui les subissent. Donc, autonomisation, émancipation, pouvoir d'agir, il y a aussi là des graduations, hein, certainement sur lesquelles il faut travailler, parce que quand on parle de pouvoir d'agir ou d'empowerment, hein, puisqu'on utilise parfois le mot en anglais aussi, on est bien voilà, dans l'évocation d'un processus voilà, d'un processus qui entraîne à partir de la mise de l'accès, hein, généralement le fait de favoriser l'accès à des droits, l'accès à l'information, l'accès à de la formation, c'est souvent on va dire la première étape de l'autonomisation ou du pouvoir d'agir. Mais ensuite, voilà, on sait qu'il y a d'autres marches à gravir et,
et que de la même manière qu'il n'y a pas de ruissellement économique automatique, de la même manière, il n'y a pas de pouvoir d'agir qui se met en place automatiquement. Et il faut souvent pouvoir voilà, accompagner cette émancipation à différents niveaux et à différentes étapes. Dans cette liste, il y a aussi des mots qu'on voit beaucoup moins dans les dossiers, mais qu'on doit bien évidemment introduire, nous, dans la manière dont on analyse les situations, et puis quand on essaye de repérer un peu les leviers sur lesquels il faudrait pouvoir agir pour que ça bouge, pour que ça change. Alors un terme de ce type qu'on voit apparaître de plus en plus fréquemment, c'est la notion par exemple des masculinités. On parle de plus en plus de masculinité, alors soit de masculinité toxique ou de masculinité positive, si on veut regarder les choses de manière plus positive. Donc là, on est sur tout ce travail de déconstruction des stéréotypes qui n'est pas uniquement ciblé sur les femmes, mais qui reconnaît que pour pouvoir faire avancer les droits des femmes, les droits des filles, et puis voilà, les rapports de genre plus équitables dans leur ensemble, il faut aussi pouvoir travailler à la déconstruction des stéréotypes, et notamment ceux qui entourent la ou les masculinités, notamment dans le lien qu'entretiennent voilà, les masculinités avec la virilité, avec la question des violences aussi. Peut-être que vous avez entendu parler, je crois il y a une quinzaine de jours, il y a une jeune historienne, Lucille Pétavin, qui a sorti un livre voilà, où elle fait un peu elle fait les comptes, elle essaye d'estimer financièrement combien coûte la virilité excessive, voilà, les masculinités toxiques en France, parce qu'elles entraînent de déscolarisation des garçons, parce qu'elles entraînent de violences conjugales, parce qu'elles entraînent d'accidents de la route, voilà, par rapport à ces excès de virilité qui donnent aussi des excès de vitesse, on va dire. Donc là, voilà, c'est tout un ensemble de mots qu'on doit faire rentrer aussi dans nos pratiques professionnelles, des choses qu'il faut qu'on questionne beaucoup plus systématiquement. Par exemple, il y a voilà, ce petit mot là qui est en bas du nuage de mots et qui me semble très important. Moi, c'est la question de la complémentarité. Souvent, quand on parle d'égalité femmes-hommes, voilà, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais bon, voilà, les femmes et les hommes sont complémentaires voilà, dans la vie, sur la terre. Il y a des hommes, il y a des femmes, donc chacun a son rôle à jouer, chacun fait sa part, et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc cette notion de complémentarité, bien entendu, elle est très idyllique, mais elle est également très problématique, parce que la question est de savoir qui définit la complémentarité, qui définit qui est complémentaire de qui définit les règles de cette complémentarité, qui définit la valeur que l'on donne à ces différents rôles, ces différentes attributions qui rentrent donc dans le champ de la complémentarité. Donc ça, pour moi, complémentarité, voilà, avec mes oreilles égalité, mes oreilles féministes, évidemment, c'est un mot, quand je l'entends, que je remets toujours sur la table pour questionner ce qu'on entend par là. Parce que la complémentarité, ça peut être aussi une manière de dire, voilà, on n'a pas forcément besoin de faire bouger les choses, puisque, voilà, bon an, mal an, ça finit bien par avancer, puisque nous sommes complémentaires. Donc voilà, tout un ensemble de mots que l'on doit mettre en discussion à l'intérieur de nos équipes, avec nos partenaires, avec les différents publics avec lesquels on est en interaction à travers les projets, et qui souvent vont permettre voilà, d'ouvrir un champ de discussion nouveau pour aborder les questions d'égalité femmes-hommes. Alors, il y a un autre terme qui n'est pas dans le nuage de mots, parce que j'ai souhaité le faire un peu ressortir. J'imagine que vous en entendez parler actuellement. C'est le terme donc d'intersectionnalité.
Et c'est un terme qui est important parce que il nous permet de penser l'égalité femmes-hommes d'une manière qui ne soit pas totalement binaire et qui ne soit pas non plus caricaturale dans le sens où on ne va pas dire, voilà, d'un côté, il y a un groupe de femmes et d'un côté, il y a un groupe d'hommes et à l'intérieur du groupe de femmes, mais toutes les femmes ont les mêmes problématiques et à l'intérieur du groupe d'hommes, tous les hommes ont les mêmes problématiques et globalement, le groupe des hommes opprime le groupe des femmes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que nous ne sommes pas définis par une seule identité qui serait liée au sexe auquel nous appartenons, de naissance ou pas de naissance, sexe choisi ou sexe de naissance. Bien évidemment, nous sommes traversés par plein d'autres identités. Nous sommes d'âge différents, nous sommes de classes sociales différentes, nous sommes de religions différentes, nous avons des handicaps, un handicap ou pas de handicap, nous avons un statut différent. Tout à l'heure, on a évoqué la question des familles monoparentales et donc du statut de chef, voilà, de chef de famille, chef de ménage. Nous sommes d'orientation sexuelle différentes. Et tout ça, évidemment, fait des identités qui se croisent et très souvent des discriminations aussi qui se superposent et qui varient dans le temps. On n'est pas discriminé ou on n'est pas vu dans la société de la même manière quand on est une jeune femme que quand on est une femme d'âge, voilà, plus mûr. On n'est pas regardé de la même manière quand on est un jeune homme d'origine maghrébine que quand on est une jeune fille d'origine maghrébine. Le regard change. Le regard et bien souvent, voilà, des formes de discrimination qui vont avec. Donc l'intersectionnalité, c'est ce qui nous interpelle sur la nécessité de, voilà, de dépasser une analyse qui serait complètement binaire, mais d'aller un peu plus dans cette complexité pour reconnaître que, voilà, le sexe croise également tout un tas d'autres relations et d'autres identités sociales. Je pense que mes collègues sont aux manettes pour repérer. N'hésitez pas dans le chat, bien entendu, de nous signaler des incompréhensions ou des questions éventuellement qu'on pourra traiter dans les échanges, puisqu'il y aura des temps d'échange. Alors, une des raisons qui fait que nous devons travailler sur l'égalité femmes-hommes, c'est la loi. Et évidemment, la loi n'existe pas pour rien et elle n'existe pas de rien. S'il y a des lois qui touchent à l'égalité femmes-hommes, c'est bien que effectivement, on a constaté des écarts à la fois quantitatifs et qualitatifs sur l'accès aux droits et voilà, un certain nombre de pratiques discriminantes. Donc les chiffres, on va en parler un petit peu, sont là pour attester de cette situation. Alors évidemment, les lois, elles sont à géométrie variable, ne serait-ce que d'un point de vue géographique. Donc là, j'ai juste choisi de partager avec vous ce petit mot qui vient de la Commission européenne et qui est un mot d'introduction à la stratégie 2020-2025, donc sa stratégie toute neuve, qui prend la suite de stratégies antérieures. Ça n'est pas la première fois que l'Union européenne a une stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais voilà, c'est pour dire que à différents niveaux des institutions, cette problématique est en cours de traitement. J'ai mis à droite le logo de l'égalité entre les sexes avec le chiffre 5. Ça, c'est pour redire que dans les 17 objectifs de développement durable, donc qui sont les objectifs, on va dire, onusiens, qui s'appliquent à l'ensemble, pratiquement l'ensemble des pays de la planète, et que auquel la France a souscrit. Parmi ces 17 objectifs de développement durable, il y en a un qui s'appelle, qui est l'objectif 5 et qui concerne spécifiquement l'égalité
entre les sexes, donc en anglais gender equality, en français égalité entre les sexes. Bon voilà, donc c'est la notion d'intersectionnalité est toujours un petit peu moins visible en français qu'en anglais. Et évidemment, cet objectif 5, il est important parce que c'est cet objectif-là aussi qui demande maintenant à tous les pays, et donc la France évidemment aussi, qui demande à tous les pays de remettre annuellement un rapport indiquant quelles activités, quelles actions ont été mises en œuvre au sein du pays à travers les différents secteurs, les différents ministères, donc quelles actions ont été mises en place en faveur de l'égalité femmes-hommes et quels sont les budgets qui ont été attribués, qui ont été fléchés à ce travail donc de rééquilibrage, de redressage, d'élimination des discriminations entre les femmes et les hommes. Donc c'est un objectif évidemment très important au niveau international. Alors, on va quelques instants faire un petit peu d'histoire. Peut-être que vous avez encore en tête certains rappels qui ont été faits à l'occasion du 8 mars. Hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même le jour de l'année où on en entend le plus parler. Hélas, enfin pas hélas qu'on en entend parler le 8 mars, mais hélas qu'on n'en entend pas autant parler les autres jours. Alors, un petit quiz pour vous. On a là 7 questions. Pour chaque question, 3 possibilités de réponse. Et bon, on n'a pas évidemment l'occasion d'écouter la réponse de tout le monde, puisque vous êtes 105 maintenant autour du webinaire. Mais utilisez le chat, si vous le voulez bien, pour nous donner vos réponses. Par exemple, sur le point 1, pour moi, la bonne réponse, c'est la B. Sur le point 2, la bonne réponse, c'est la C. Sur le point 3, la bonne réponse, c'est la A. Donnez-nous voilà, on vous laisse 2-3 minutes pour regarder les questions et pour choisir éventuellement ce que vous pensez être la bonne réponse. Et nous vous donnerons évidemment la bonne réponse plus tard. Alors, la loi constitutionnelle qui favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, c'était quand la première fois que la Cour de cassation a reconnu le viol entre époux, à votre avis, c'était quand la mixité filles-garçons obligatoire dans les établissements scolaires publics. Alors voilà, on attend vos réponses. Alors, c'est actif hein, sur le chat, hein, Claudie. Oui, je suis en train de regarder. Ok. Alors, voilà, 2A, 2C, 2B, 1A. Alors, hop, on est à 3, on est au 3. Quelqu'un veut se lancer sur la 4, la 5, la 6? On a déjà pas mal de réponses sur 1, 2, 3. La 4. Alors, on fera un sondage après hein, pour voir le taux de réponse juste. Ok, alors, voyons voir les bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses sont les suivantes. L'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, 99. Le viol entre époux, 90. Là, on n'en était pas encore à la loi, mais on en était juste voilà, au premier acte de la Cour de cassation reconnaissant le viol entre époux, qui ensuite est entré dans la loi. La mixité filles-garçons obligatoire dans les établissements scolaires, on est en 76. La libre disposition du salaire pour les femmes, on est en 1907. Hein, on a souvent tendance à confondre cette date avec 1965, qui est la date à laquelle les femmes ont pu avoir un carnet de chèques, ouvrir un compte à leur nom sans l'autorisation du mari, etc. Mais donc, voilà, la libre disposition du salaire, c'est beaucoup plus vieux que ça. Le bac identique pour les filles et les garçons, on est en 1924. L'égalité salariale, la première loi, on est en 2006. Alors bon, voilà, on sait que ce sont des lois qui ont démarré, hein, qui ont enclenché une série par la suite de lois complémentaires, puisque sur l'égalité salariale,
on a on va dire c'est un peu le millefeuille des lois qui chaque fois précise un petit peu plus là où on veut aller avec cette question-là. Il y a énormément de lois autour du travail et de l'égalité professionnelle. Pour n'en citer qu'une, hein, certainement parmi les deux dernières, enfin, il y en a une, c'est plus un dispositif, hein, c'est voilà, ce qu'on appelle l'index Pénicaud, donc sur l'index de l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, pardon, pour les entreprises de plus de 50 salariés, bon, qui fait suite à un index qui existait déjà. Et puis, on va citer pour la fonction publique, par exemple, la loi sur la réforme de la fonction publique de 2019, qui demande maintenant expressément aux collectivités territoriales de proposer un plan d'action pluriannuel et de le chiffrer, parce que ça c'est aussi très important, de le chiffrer donc pour la fonction publique. Et puis l'obligation de la parité qui a avancé elle aussi à différents moments, puisqu'on a commencé avec la parité pour des communes plus importantes, et puis on a affiné. On en est maintenant donc à la dernière disposition, donc qui s'applique aux communes de plus de 1000 habitants. Et donc la taille des communes, on va dire, a diminué au fur et à mesure que la loi a été révisée. Alors évidemment, il y a énormément, et la France est très, on va dire, est très, très bien lotie en termes de loi. Bon, voilà, comme souvent, ce qui est plus problématique, c'est l'application de la loi, puisqu'il y a des lois qui ont attendu très longtemps des décrets d'application. Et puis ensuite, ce qui reste compliqué, évidemment, c'est de faire appliquer la loi, donc très, très typiquement sur l'égalité professionnelle. Dans la nouvelle loi sur la réforme de la fonction publique, il est prévu une pénalité financière qui est un certain pourcentage de la masse salariale pour les collectivités qui ne respecteraient pas cet engagement. Ce qu'on remarque bien évidemment quand on fait un peu le tour de toute la panoplie des lois qui existent en France, c'est qu'elles ont avancé par vagues, un petit peu à l'image des différentes vagues du féminisme, et c'est pas par hasard, hein, parce que ce sont quand même beaucoup les mouvements féministes qui ont permis à toutes ces lois de voir le jour. Donc là, j'ai commencé, voilà, les plus anciennes lois sont évidemment sur les droits civiques, les droits civils. Après, il y a tout un paquet de lois qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale notamment, hein, sur la famille, et ensuite bien entendu sur la question des droits du travail, et puis de la représentativité dans les instances, dans la gouvernance, donc dans les instances politiques. Il y a eu évidemment dans les années 70 aussi toutes les lois qui ont touché évidemment à la liberté sexuelle et à la liberté du corps, hein. Bon, j'ai pas mis la loi la plus évidente ou la plus emblématique, donc de 74, donc la loi Veil sur l'avortement. Et on voit que dans la dernière vague de lois, on est beaucoup sur des lois qui touchent à la question des violences, et notamment des violences dans l'espace public et aussi dans le milieu du travail, même si des dispositions existent depuis assez longtemps. On voit que ça commence donc à se concrétiser. Donc évidemment, respecter la loi pour les collectivités territoriales, c'est aussi très important, et pour tous les porteurs de projets qui sont subventionnés par par les politiques publiques, par les collectivités territoriales. Évidemment, il y a une nécessité aussi de respecter la loi. Alors, pour ce qui est du cadre des politiques de la ville, bon, ça fait aussi partie de l'arsenal juridique qui pousse la question de l'égalité au sein de la politique de la ville, donc des contrats de ville qui subventionnent vos actions en partie. La loi Lamy de 2014, du début de 2014, hein, qui a posé les jalons justement d'une nouvelle forme de programmation beaucoup plus participative, engageant davantage la citoyenneté, on y reviendra.
Et puis, une loi très importante pour nous, c'est la loi du 4 août 2014, qui est la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, justement, qui impose que toutes les politiques publiques fassent l'objet d'une évaluation d'impact avant d'être engagées. Donc là, on reconnaît que les politiques publiques ne sont pas neutres. Même celles qui ne se dédient pas à l'égalité femmes-hommes ont un impact sur l'égalité femmes-hommes. Ça ne vous a pas échappé donc que l'égalité femmes-hommes a été annoncée également comme grande cause du quinquennat de l'actuel gouvernement. Et puis en ce qui concerne les politiques de la ville, il y a cette série de circulaires et de notes techniques qui sont arrivées en 2019 et qui demandent à ce que la politique de la ville s'empare de ce qu'on appelle les budgets intégrant l'égalité et qu'elle applique donc une lecture sensible à la question de l'égalité femmes-hommes, à l'évaluation des actions qui vont lui parvenir à travers les appels à projets, notamment des contrats de ville, et qui encourage donc les collectivités à déterminer l'importance que ces actions accordent à l'égalité femmes-hommes et à statuer sur les subventions qui seront accordées aux différentes actions en fonction donc de l'intérêt qu'elles porteront à la question de l'égalité femmes-hommes. Donc ça, on y reviendra, puisque les collectivités réagissent à cet appel, à ce budget intégrant l'égalité de différentes manières. Et j'imagine qu'ici, aujourd'hui, tout le monde n'a pas reçu, on va dire, le même cadrage ou les mêmes orientations de la part de sa collectivité. Certaines collectivités ont décidé d'être relativement proactives, y compris pour, on va dire, ajuster les montants des financements au degré d'intérêt que portent les actions à la question de l'égalité femmes-hommes. D'autres qui sont davantage, qui ne sont pas on va dire, dans la sanction ou dans l'encouragement financier, mais plus dans l'accompagnement ou un peu un mélange des deux. En tout cas, les collectivités réagissent de manière différente. Alors, juste pour revenir rapidement sur la politique de la ville, donc de 2014, la loi Lamy, ce qu'elle a remis dans la politique de la ville, c'est donc cette notion donc de réduire les écarts entre les territoires, mais aussi d'aborder la question de l'égalité de manière intégrée dans les 3 principaux piliers de la politique de la ville, qui sont donc la cohésion sociale, le développement économique et l'aménagement du cadre de vie. Donc, avoir une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie à la fois, parce que ce ne sont pas des options exclusives les unes des autres, ça signifie à la fois si on est un porteur de projet, de porter des actions qui sont non spécifiques à l'égalité femmes-hommes, mais qui sont sensibles à l'égalité femmes-hommes. Donc, typiquement, effectivement, organiser des activités sportives dans un quartier, ça n'est pas une action spécifique à l'égalité hommes-femmes. Il n'empêche qu'il va falloir se poser la question de savoir comment cette action va pouvoir bénéficier à l'égalité filles-garçons, et ce, de différentes manières, et on reviendra sur ces différentes manières. Ça peut être aussi de porter des actions spécifiques sur l'égalité hommes-femmes, filles-garçons ou le droit des femmes. Si vous portez une action sur la déconstruction des masculinités toxiques, par exemple, si vous portez une action sur la lutte contre les violences, si vous portez une action sur le partage des tâches domestiques et de la coparentalité, parce que vous avez reconnu que c'est un fort obstacle, par exemple, au retour à l'emploi des femmes, vous êtes sur une action spécifique à l'égalité femmes-hommes. Et vous pouvez avoir une action qui ne traite que de ça, ou bien vous pouvez
aborder ces dimensions-là dans un projet plus spécifique, par exemple de l'accès à l'emploi. Donc là, vous serez soit dans du non spécifique mais sensible, ou bien dans du spécifique. Et puis un autre axe important de l'approche intégrée de l'égalité femmes-hommes, c'est celle aussi de la transformation de nos organisations ou de nos institutions pour pouvoir répondre à cet enjeu de l'égalité femmes-hommes. Donc, typiquement, donc, l'approche intégrée, c'est un mélange, on va dire, c'est une combinaison de ces 3 dimensions. Alors, en fonction de qui vous êtes et de votre réalité, etc., vous mettrez l'accent peut-être sur une ou l'autre de ces 3 possibilités, de ces 3 leviers, ces 3 manières de faire avancer les actions. Ce qui est important, c'est que la question de l'organisation, elle est valable en fait, que vous travaillez l'égalité femmes-hommes en transversale ou que vous la travaillez de manière plus spécifique, affiner la manière dont vos organisations réfléchissent à l'égalité femmes-hommes, c'est toujours un passage obligatoire. C'est réfléchir aux compétences qu'on a en interne pour analyser les situations, pour y répondre. C'est revoir peut-être un certain nombre de procédures en interne, ne serait-ce que le fait de désagréger ou de ventiler les données que l'on recueille, sur qui participe aux actions, par exemple. Ça peut être changer nos outils, ça peut être réfléchir à nos partenariats, ça peut être réfléchir aussi à nos équipes. Parfois, si on a une équipe qui est trop féminine ou trop masculine, eh bien, en face, on n'arrive pas à toucher certains publics. Ça peut être abordé aussi la question du harcèlement au travail. Parce que bien évidemment, c'est la vieille histoire de balayer devant sa porte, bien évidemment, on ne peut pas, on va dire, avancer dans l'espace public avec des actions sensibles ou spécifiques à l'égalité femmes-hommes si en interne de nos propres organisations, on ne se pose pas un certain nombre de questions sur la manière, par exemple, dont on communique, l'iconographie qu'on met dans nos supports de communication. Est-ce qu'on parle toujours au masculin ou est-ce qu'on parle aussi en langage épicène, etc., etc. Donc, c'est tout un écosystème favorable à l'égalité femmes-hommes qu'il faut aussi pouvoir créer, y compris donc dans la grande famille des porteurs de projets que vous êtes. Alors, on arrive à un autre niveau de pourquoi. On a parlé de la loi qui nous pousse, donc qui nous encourage à avancer sur ces questions-là. Les chiffres sont également évidemment des incitations à l'action. Alors, il faut objectiver. Alors, objectiver, bon, voilà, il y a des chiffres qui sont, on va dire, en vente libre, en consultation libre, notamment au ministère, au secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, sur le site du Haut Conseil à l'égalité. Vous trouverez de manière actualisée pour la France des chiffres avec autour de tout un tas d'indicateurs sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. On a parlé de l'Europe tout à l'heure, et donc là, je remets quelques chiffres qui viennent de la stratégie 2020-2025 de la Commission européenne, et qui posent les choses aussi en termes de données, qui disent, oui, nous avons les mêmes chances de mener une vie sociale et économique prospère, en théorie, mais actuellement, voilà où nous en sommes, sur les rémunérations, sur les écarts de l'emploi, sur les écarts de retraite, et sur, par exemple, la répartition des tâches domestiques. Alors, ne vous inquiétez pas pour les chiffres, vous aurez le PowerPoint et vous pourrez retrouver toutes ces données. L'Europe qui dit aussi, oui, c'est vrai, en théorie et dans la loi, nous pouvons, hommes et femmes, diriger notre économie, notre société, participer en toute égalité, sauf que, voilà, encore des chiffres qui montrent que au niveau de la gouvernance, et là on est au niveau européen, on a des chiffres qui parlent encore de forts écarts. Toujours la Commission européenne qui dit, oui, effectivement, dans une Europe où les hommes et les femmes sont égaux, nous sommes libres de suivre la voie que nous avons choisie dans la vie, sauf que,
Et voilà, encore un certain nombre de chiffres qui nous font penser que ça n'est pas simplement, évidemment, la liberté de choix qui est là en cause, mais qu'il y a certainement, effectivement, des obstacles sur la route qui font qu'on arrive à ces situations-là. Et donc là, on est aussi beaucoup sur la question des violences. Et il est bien entendu que quand on est victime de violences, c'est très compliqué et beaucoup plus compliqué de choisir sa voie. Donc ça, c'est pour des chiffres européens. Alors, on partage aussi avec vous certains chiffres plus locaux, hein, parce que là, ce sont des chiffres des Hauts-de-France. Donc, on va pas les détailler, mais voilà, pour dire que ça existe. Donc, on peut aussi documenter, se renseigner sur tous ces chiffres-là. C'est aussi à partir de là qu'on peut conscientiser un certain nombre d'écarts qui certainement vaudraient la peine qu'on s'y intéresse aussi dans nos projets. Donc là, on est des chiffres intéressants, notamment sur la monoparentalité, hein, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. Donc là, on est pas sur les QPV, hein, pas sur les quartiers, on est de manière plus générale. Donc là, de nouveau, sur la part des chefs de famille monoparentales propriétaires, hein, la question des différences économiques entre les hommes et les femmes, ce n'est pas simplement une question de revenus différents et d'inégalités salariales. Il y a énormément d'inégalités également et de différences sur le patrimoine et le capital que les hommes et les femmes sont capables de se constituer au cours de leur vie. Il y a différents ouvrages d'ailleurs qui viennent de sortir à ce sujet. La part des femmes parmi les licenciés de sport, hein, 37%, c'est un petit peu la moyenne nationale. La part des femmes mères, alors qui a augmenté, parce qu'on était à 16% aux dernières municipales et aux avant-dernières et aux dernières, le chiffre est passé à 20%. Donc sur l'éducation, l'enseignement, là on a des chiffres qui sont un petit peu à l'inverse des autres, hein, puisqu'on voit effectivement que les filles ont un taux de réussite au bac ou en enseignement supérieur qui est, dans les Hauts-de-France comme ailleurs, supérieur à celui des garçons, mais qui repose évidemment toujours cette question-là. Bon, à la fois, est-ce que l'hyper-virilité, est-ce que ça fait partie des critères de la masculinité que d'être bon à l'école? Ou est-ce que d'être bon à l'école, c'est une histoire de fille? Parce que quand on est un garçon, on est plutôt bon à autre chose qu'à l'école. Ça pose la question aussi de tout ce qui se passe après, puisqu'on peut se demander pourquoi on a plus de filles diplômées, souvent avec des meilleures notes, et que pourtant, quelques années plus tard, on ne les retrouve pas dans les métiers, on ne les retrouve pas dans les postes, et le plafond de verre, et les parois de verre, et le plancher collant, voilà, toutes ces notions qui interviennent quand on parle de l'égalité, semblent quelque part faire perdre aux filles et aux femmes l'avantage qu'elles ont pu gagner à travers leur diplôme et leurs études. Et là, évidemment, la maternité notamment et la question du care entre largement en ligne de compte. Et bon, ce n'est pas le seul argument, mais c'en est un qui est très important. Donc, là, on voit typiquement sur la question de l'emploi et de la création d'emplois. Donc, plus de femmes au chômage que d'hommes, et donc un taux d'emploi plus faible. Et là, la question des salaires, donc voilà, ce seront des chiffres certainement que vous connaissez. Alors, nos collègues d'IREV ont préparé un petit quiz sur les inégalités femmes-hommes dans les quartiers prioritaires en politique de la ville. Donc, ce sont des données nationales. Pourquoi? Eh bien, parce que ça reste compliqué, ça reste difficile de trouver des données par QPV sur l'inégalité hommes-femmes, sur les inégalités hommes-femmes. C'est pas impossible. Il y a des monographies parfois qui sortent, il y a des études spéciales qui sortent, mais en tout cas, ce n'est pas encore une chose aisée que de cerner pour un QPV spécifiquement
des données qui pourraient permettre donc d'éclairer la réalité homme-femme ou fille-garçon qui se joue dans ces QPV. Donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin que les porteurs de projets aussi soient en capacité de renseigner et d'alimenter, on va dire, la boîte à données sur les QPV. Alors, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour les lois, je vais vous demander d'utiliser le chat pour faire éventuellement ressortir vos réponses. Donc, ben voilà, pour la réponse, pour la question 1, pensez-vous que la bonne réponse c'est A, c'est B ou c'est C? La 2, la 3, la 4, la 5. Alors allez-y, le chat est à vous. Vous pouvez voter. Donnez vos réponses. Alors, ok. Bon, c'est bien, tout le monde joue le jeu, c'est très bien, merci. Alors, les bonnes réponses maintenant, les voici. Donc, merci à Léna et Karima, je crois, qui ont compilé ces données. Donc, le taux d'inactivité, on est à 49,8%. Donc, encore une fois, on est au niveau des données nationales et ça pourrait être intéressant si vous possédez ces données pour les Hauts-de-France et votre QPV en particulier de le comparer. Ce sont surtout des données sur l'emploi. La part des femmes actives donc en situation de sous-emploi, on est à 18,2%. Pour les femmes qui sont chefs de famille monoparentales, on est à pratiquement 90%. Donc la bonne réponse est 88,6%. Part des femmes en situation de pauvreté, on est à 33% dans les QPV. Et la part des femmes qui ont renoncé à des soins pour des raisons financières, on est à plus de 30%, 31,2% spécifiquement. Alors on aimerait pouvoir trouver des données évidemment sur les violences. On aimerait pouvoir trouver des données sur la part des femmes inscrites dans les QPV à des activités sportives ou culturelles, la part des hommes et des femmes présents dans les comités de quartier, dans les conseils citoyens, donc sur toutes les questions de gouvernance, etc. Mais encore une fois, ce sont des données qui sont assez compliquées à cerner par QPV. Donc ça, c'est notre, on va dire, la première partie de de cette présentation. Et nous allons passer donc quelques instants avec vous sur des échanges. On a une main levée, Benjamin Desnoyelles, peut-être, vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez. Oui, bonjour à tous. Benjamin Desnoyelles, chef de projet politique de la ville pour la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, ce n'était pas une question, c'était juste un petit retour d'expérience. J'avais eu la chance d'assister au cycle de qualification sur l'égalité femmes-hommes. Donc, juste pour vous dire, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, on a essayé d'avancer sur cette démarche d'égalité femmes-hommes dans le cadre de notre appel à projet 2021, avec une demande toute simple pour débuter, qui était de remplir une grille de positionnement chez l'intégralité de nos opérateurs. Et on se rend bien compte aujourd'hui, la preuve, c'est que l'appel à projet est terminé depuis le mois de novembre et je me bats encore pour récupérer les grilles de positionnement de certains opérateurs. Aujourd'hui, les opérateurs ont davantage soulevé la question de pourquoi on vient les enquiquiner en leur demandant des informations sur l'égalité femmes-hommes que de s'inquiéter de comment ils traitaient l'égalité femmes-hommes au sein de leurs associations ou autres structures. Donc on voit que le cheminement est encore très long. Et au final, les quelques retours positifs que j'ai eus, c'est de gens qui se sont dit « Ah ben mince, j'ai rempli la grille sans lire la note de cadrage qui allait avec, qui donnait un certain nombre d'éléments pour comprendre comment monter des projets mettant en avant l'égalité femmes-hommes. » Et ils se sont dit « Voilà, si j'avais su, j'aurais mieux lu la grille, j'aurais mieux composé mon projet. » Donc on voit aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un cheminement culturel différent qu'il faut apporter chez nos opérateurs pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont ciblés. Mais à mon avis, on mettra encore quelques
mois, voire quelques années avant d'avoir vraiment cette égalité qui transparaisse dans l'intégralité des projets qu'on trouve dans les contrats de ville. Voilà, c'était juste un témoignage de cette expérience. Merci beaucoup, Benjamin. Il me semblait bien que je reconnaissais votre visage à la caméra. Après, voilà, moi je dis que tout est bon à prendre. Tous les petits pas sont bons à prendre. Et après, voilà, c'est comment est-ce qu'on trouve le levier multiplicateur ou des multiplicateurs. Mais voilà, je pense que sur cette question-là, il n'y a pas de petits pas, même si on aimerait évidemment voilà, pouvoir avancer beaucoup plus vite. Une question de Karima, c'est ça? Sur l'écran, je vois. Mettre ton micro, Karima. Oui, ouais, super. Oui, désolée. Alors, du coup, on va alterner entre le chat et les participants. Donc, encore là, une question qui est venue sur le chat. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, Claudie. Existe-t-il des actions non spécifiques et non sensibles, neutres du point de vue femme-homme? Alors, ça rebondissait peut-être sur un propos que vous avez. Oui, bah c'est toujours la grande question. Existe-t-il des politiques qui effectivement peuvent être totalement neutres? Alors c'est vrai que souvent quand on aborde ces questions-là, on pense plutôt à tout ce qui est projet, plutôt un peu dans l'infrastructure. C'est souvent ce qui ressort. Moi j'ai un élu, je ne citerai pas dans quelle ville, dernièrement, qui disait, bah oui, mais bon, quand on fait des trottoirs, madame, on fait des trottoirs pour tout le monde. C'est pas faux. Il n'empêche qu'on sait très bien que l'aménagement et la voirie, notamment, peuvent être des éléments dissuasifs. Voilà, j'avais envie de proposer à ce monsieur de parcourir le chemin avec une poussette et des enfants en bas âge, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Voilà, je pense qu'il faut pouvoir faire ça pour s'apercevoir que les trottoirs ne sont pas toujours très favorables à certains usages. La question de l'éclairage public, enfin voilà. Donc on sait que les infrastructures ne sont pas neutres. Nous passons maintenant à la seconde partie de ce webinaire, consacrée aux outils mobilisables pour une meilleure prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les projets de la politique de la ville. La nécessité de se décoller de cette idée que quand on fait la même chose ou quand on offre la même possibilité à tout le monde, c'est là qu'on est dans l'égalité. Alors qu'on sait bien que, évidemment, selon le chemin à parcourir selon les embûches qui sont sur le chemin des unes et des autres, des uns et des autres, bien évidemment, on va avoir besoin d'intervenir aussi avec des politiques et des actions qui sont dans une dimension plutôt de l'équité. Alors moi, je voulais rappeler que pour intégrer la question de l'égalité femmes-hommes dans les actions, bon, bien entendu, il n'y a pas de recette, et souvent, encore une fois, on est dans une convergence de ces différents leviers, mais je voudrais juste en proposer trois. Le premier, évidemment, c'est le public. On va dire que c'est celui qui apparaît le plus fréquemment dans les dossiers, à partir du moment où on demande, et parfois d'ailleurs ça n'est pas très explicite, à renseigner des indicateurs sur qui a participé, il y avait combien de personnes à votre action, ça a bénéficié à combien de personnes. Et là, si on insiste pour avoir des données sexo-spécifiques, on va pouvoir savoir effectivement, il y avait tant de filles, il y avait tant de garçons, il y avait tant d'hommes, il y avait tant de femmes. L'intérêt, ça serait aussi de pouvoir qualifier ces groupes-là, pas uniquement en termes de sexe, mais aussi peut-être de groupe d'âge, etc. Bon, très souvent, ce qui est visé, c'est au moins la mixité, avec toutes les nuances de mixité qu'on a évoquées tout à l'heure, voire la parité. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a dans un groupe à égalité des filles et des garçons, ou à 30-70%, qu'on est dans une dimension d'égalité. Ça n'est qu'un premier pas. La grande question, c'est quand même qu'est-ce qu'on fait avec eux, qu'est-ce qu'on leur fait faire, comment on le fait faire et pourquoi on le fait faire. Et donc, ça veut dire qu'au-delà de qui, homme, femme, fille, garçon, fait partie du public des bénéficiaires, puisque c'est la terminologie usuelle, il faut évidemment qu'on s'interroge aussi sur le contenu
le contenu des actions. C'est-à-dire, on fait une action culturelle. Est-ce que dans le contenu de cette action, on réfléchit aussi à intégrer, à promouvoir la question de l'égalité, parce qu'on va parler des grands peintres et on va aussi s'interroger sur la place des femmes peintres dans l'histoire de la peinture en France, ou parce qu'on va travailler sur une compétition de jeux d'échecs, comme on en trouve assez fréquemment dans les dossiers. Bon, ben voilà, est-ce qu'on va évoquer, par exemple, les grandes joueuses d'échecs, ou est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant le nombre de filles qui, dans le monde, jouent aux échecs. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a dans le contenu des choses qu'on peut aussi amener pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Si on propose dans un camp de vacances des ateliers, bon ben voilà, est-ce qu'il va y avoir l'atelier bricolage et l'atelier cuisine, et est-ce qu'on va dans la manière dont on va proposer ces ateliers avoir une pédagogie, et donc là je vais sur la 3e vignette, une pédagogie qui va qui va changer les rôles, qui va exiger que les activités aussi soient mixtes, ou alors que pour changer, on va voir que des garçons dans cet atelier ou que des filles dans cet atelier. C'est-à-dire qu'on a réfléchi par rapport à ce que l'on sait des habitudes ou des résistances, on a réfléchi à comment on va pouvoir les aborder et faire du différent. Réfléchir à la question de l'égalité femmes-hommes dans la démarche, dans la pédagogie de l'action, c'est aussi réfléchir, je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, au sexe des équipes. C'est réfléchir aux horaires, tout simplement. Si on fait certaines actions à telles heures, à tels horaires, ou dans tel lieu, dans tel endroit, est-ce qu'on est susceptible d'avoir plus de filles, plus de garçons, plus d'hommes, plus de... Voilà, parce qu'on sait que les horaires du quotidien ne sont pas rythmés du tout de la même manière pour les femmes et les hommes. On sait que s'il y a des choses qui se font le soir, il y a plus de réticence dans les familles pour laisser sortir les filles le soir que laisser sortir les garçons. Donc le moment qu'on choisira et le lieu qu'on choisira seront également porteurs de plus ou moins de possibilités d'égalité. On peut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on travaille quand il faut être en binôme pour faire des activités, pour essayer d'avoir des binômes qui soient au maximum des binômes mixtes. Et puis, par exemple, sur des questions comme les projets, il y en a beaucoup de retour à l'emploi des femmes. Comment est-ce qu'on aborde aussi les questions de coparentalité? À quel moment est-ce qu'on fait aussi, s'il y en a un, intervenir le conjoint dans le parcours de formation pour aussi mettre à plat un certain nombre de difficultés? Comment est-ce qu'on est dans une dynamique qui ne soit pas toujours celle de dire aux femmes, mais osez, vous n'osez pas, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, alors qu'en fait, oser souvent ne suffit pas. Et quand on a osé et qu'en face, ça n'a pas répondu, finalement, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on n'ose plus. C'est aussi pouvoir aborder la question du changement des comportements dans les deux sens, parce qu'on a toujours tendance, j'ai vu quelqu'un qui a fait une petite note dans le chat sur les cours de récréation et le football, et c'est vrai que la tendance est quand même beaucoup toujours à vouloir pousser les filles dans les domaines de garçons, encourager les filles à faire du foot, à faire du rugby, et on est beaucoup moins dans la démarche inverse, qui est d'encourager les garçons aussi à rentrer dans des thématiques ou dans des domaines qui ne sont pas étiquetés des domaines de garçons. C'est comme s'il y avait une certaine valorisation pour les filles d'entrer dans les domaines du masculin, alors qu'il y a une dévalorisation du masculin qui rentrerait dans le domaine du féminin. Donc, c'est réfléchir à ces différents leviers aussi au niveau de vos actions. Alors, un petit tableau qui, j'espère, ne sera pas trop énigmatique, mais si on réfléchit à ce qui vous est demandé quand vous remplissez votre dossier CERFA, sur la plateforme Dauphin ou ailleurs, on vous demande
guère de parler d'égalité femmes-hommes d'ailleurs, ça n'est pas du tout inscrit dans la démarche Dauphin, c'est pas sur la plateforme, il n'y a jamais un bouton égalité femmes-hommes, une case à cocher. En revanche, voilà, ce qu'on vous demande de faire grosso modo, c'est de justifier votre action, voilà, avec le diagnostic, de raconter comment vous allez la programmer, comment vous allez la mettre en œuvre, avec quel type d'activité, et puis aussi comment vous allez l'évaluer. Donc ça, on va dire les 3 grandes sphères où on vous demande d'expliquer les choses. Alors, si votre action est aveugle à l'égalité femmes-hommes, ce qui en termes de budget intégrant l'égalité équivaut à la marque, on va dire à la cotation G0, si vous êtes dans cette démarche d'une action aveugle à l'égalité femmes-hommes, ça veut dire que dans le contexte, quand vous définissez le contexte de l'action et que vous expliquez pourquoi vous menez cette action, on ne trouvera rien dans vos explications qui fasse référence à l'égalité femmes-hommes. Donc, vous ne nous donnerez pas d'indication, il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura rien ni de qualitatif ni de quantitatif qui permettra de savoir si, dans la problématique que vous souhaitez traiter, que ce soit une problématique de santé, sportive, culturelle, etc., on ne verra pas s'il y a une dimension de difficultés particulières ou de contraintes particulières que peuvent vivre les femmes ou les hommes d'ailleurs face à cette problématique-là. Et donc, assez normalement, si vous n'en parlez pas dans le diagnostic, il y a très peu de chances que vous arriviez avec cette question-là, cette problématique-là dans la programmation, la mise en œuvre, et puis très peu de chances également que ça apparaisse dans l'évaluation. Généralement, il y a un peu la logique du point d'interrogation, la logique du zéro qui se déroule aux 3 étapes. Alors, ce que l'on trouve assez fréquemment, c'est notamment pour les projets qui déjà annoncent la couleur en disant voilà, nous on a un projet fille, un projet égalité, un projet femme, c'est que dans ce type de projet, généralement, au niveau du diagnostic, ça ne parle que des femmes ou que des filles. On ne retrouve pas, par exemple, de données qui vont comparer filles et garçons. Parce que savoir qu'il y a 20% de filles qui font du sport, ça ne parle pas tellement si on n'a pas en face la statistique qui se rapporte par exemple aux garçons. Ou si on sait que tant de filles ou tant de femmes sont sorties de l'emploi dans la période Covid, par exemple, si on n'a pas aussi en face des données qui nous montrent ce qui s'est passé pour les hommes, par exemple. Et donc, très souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on va avoir donc un diagnostic très ciblé, donc femme-fille, et donc, fatalement, la programmation va suivre la même logique. Et on aura dans l'évaluation également des indicateurs qui vont être uniquement ciblés sur les femmes et les filles. Alors, pourquoi j'ai fait une flèche entre mon symbole femme et l'interrogation de la partie aveugle à l'égalité? C'est que ce qui nous arrive aussi souvent, oui, ça arrive, c'est qu'on n'est rien, il n'y a rien dans la justification, rien dans le contexte qui explique qu'il y a vraiment une nécessité de faire quelque chose un peu spécifiquement à l'endroit des filles. Et puis tout à coup, dans les actions, bing, on trouve une action fille. Et on se dit, mais ça vient d'où? Ça sort d'où? Il n'y a rien dans le diagnostic, il n'y a rien dans la justification qui semble annoncer qu'une action d'équité ou une action réparatrice ou corrective serait nécessaire pour les filles. Et on a parfois l'impression que c'est un petit peu l'action alibi. Il fallait bien mettre un truc sur les femmes, il fallait bien mettre un truc sur les filles. Donc, on va coller quelque chose là-dedans, mais on ne sent pas vraiment souvent la cohérence avec le diagnostic. Alors, ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est la 3e colonne. C'est la colonne dans laquelle le rapport de genre, donc les rapports de genre, les rapports d'égalité femmes-hommes, apparaissent à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau du diagnostic de départ, quand vous parlez de la problématique de l'emploi ou de la problématique environnementale ou de la problématique des jardins partagés,
quelle que soit la problématique que vous souhaitez aborder à travers votre action, que vous puissiez décrire quelle est la place des femmes et quelle est la place des hommes et comment ça se joue par rapport à cette thématique-là qui est la vôtre. Est-ce que les femmes sont plus impliquées, moins impliquées? Est-ce que c'est surtout les hommes qui viennent? Est-ce que quand ils s'occupent du jardin, il y en a qui sont davantage dans la direction des opérations, d'autres qui sont plus dans l'exécution des tâches? S'il y a des finances à gérer, qui s'en occupent? Est-ce qu'on observe des différences de point de vue entre les femmes et les hommes? Est-ce qu'on observe que les femmes y vont moins à certains moments parce que les enfants... Toutes ces questions-là qui nous intéressent et qui vous feront dire à un moment donné, et là on arrive à la programmation, à la mise en œuvre, que stratégiquement, en fonction de ce qu'on vient de décrire, voilà nous comment on propose de travailler la question de l'égalité femmes-hommes. Soit on va travailler avec et des femmes et des hommes dans le groupe, mais voilà, en tenant compte de ce qu'on a déjà observé. Donc, on va quand même faire attention à ce que la gouvernance soit mieux partagée. On va ajuster les horaires pour permettre telle ou telle chose, etc. Ou bien vous direz, ah oui, voilà, on a vraiment remarqué un déficit par rapport aux femmes ou par rapport aux hommes dans telle et telle dimension du projet. Donc, on va mettre un accent fort sur ça. Donc là, il y a vraiment un « et » ou qui est complètement stratégique. C'est vraiment le diagnostic de départ qui va vous donner la voie à suivre dans la manière d'intervenir. Et ça veut dire que vous pourrez faire des choix, par exemple, de travailler dans la mixité ou pas dans la mixité. Alors voilà, je sais comme vous qu'il y a de grands débats en ce moment sur la mixité, les vertus et les défauts de la mixité ou de la non-mixité. Moi, je pense que le choix de travailler en non-mixité peut être un choix tout à fait assumé, tout à fait stratégique. Ce qui est important, c'est effectivement que ça rentre dans une démarche. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que quand vous arrivez à l'évaluation, dans vos indicateurs d'évaluation, ce que vous allez évaluer, c'est ce qui a bougé pour les femmes à travers le projet, ce qui a bougé pour les hommes, mais aussi ce qui a bougé entre les femmes et les hommes. Est-ce que ça se parle plus? Est-ce qu'il y a plus de communication? Est-ce que les échanges sont plus fluides? Est-ce que la parentalité s'en trouve améliorée? Est-ce que là où les femmes passent moins d'heures, les hommes passent maintenant plus d'heures dans cette coparentalité, etc., etc. Donc, parce que évidemment, comme les hommes ne vivent pas dans une bulle sans femmes et les femmes ne vivent pas dans une bulle sans hommes, donc très, très souvent, y compris dans les familles monoparentales, la question de la coparentalité peut jouer parce que il peut y avoir un parent absent. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est au final de comparer ce qui a changé aussi évidemment dans les mentalités, dans les comportements, mais pas uniquement du côté des femmes. Et même quand on est sur un projet que destiné, s'adressant aux femmes stratégiquement, il sera important de voir aussi comment les actions qu'on a pu avoir à l'endroit des femmes ont aussi des répercussions sur ce qui se passe, par exemple, dans leur ménage. C'est le cas typique qu'on a vécu pendant très longtemps, vous savez, sur la planification familiale. Faire de la planification familiale uniquement avec les femmes et puis les renvoyer dans un contexte familial où ça va être très compliqué d'être entendu sur ces questions-là, ça peut même avoir un effet inverse et par exemple générer des violences. Et donc, bien évidemment, c'est la dernière des choses la dernière des choses à mettre en route, bien évidemment. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça stratégiquement. Vous avez des choix stratégiques. Et donc, évitez d'être dans la première colonne de aveugle au genre et évitez aussi d'être dans la colonne focalisée femmes uniquement parce que votre projet va porter sur les femmes et les filles. Donc, ça, c'est un petit tableau qu'on pourra partager avec vous, mais qui permet aussi de résumer les choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous préoccuper à différents moments
se préoccuper de la parité dans le diagnostic, ce n'est pas la même chose que de se préoccuper de la mixité, et ce n'est pas la même chose que de se préoccuper de l'équité. Et on peut donc, dans ces différentes phases de la construction, de l'élaboration du projet, notamment en discussion avec les différents bénéficiaires, les différents partenaires, se poser la question de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait plus de parité dans notre action, et ça peut être de la parité aussi par rapport à nos équipes, aussi dans la gouvernance de nos organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la question de la mixité et qu'est-ce qu'on peut faire sur la question de l'équité pour aboutir donc au final à davantage d'égalité. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de voir qu'il y a il n'y a pas un seul point d'entrée et qu'on peut en combiner plusieurs. Alors, comme je veux laisser de la place, un temps de discussion, je vais conclure sur un peu les pièges qu'on peut essayer d'éviter. Le premier, je l'ai déjà évoqué, la non-mixité non justifiée, sans anticiper la mixité à court ou à long terme. Et ça, c'est important, parce que autant la non-mixité que la mixité doivent se justifier. Et parfois, l'un ou l'autre n'est pas justifiable dans le contexte. La mixité à sens unique, l'accès des filles à des univers plutôt masculins sans l'inverse. Ça, je pense que c'est aussi un travers qu'il va nous falloir corriger aussi. Essayer de lutter contre les stéréotypes de genre, que ce soit dans les métiers, la parentalité ou les violences faites aux femmes, sans impliquer les deux sexes. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On a vraiment besoin de faire bouger les mentalités, les comportements et dans la tête des femmes et dans la tête des hommes. Ce ne sont pas les mêmes blocages, donc ce ne sont pas les mêmes verrous à faire sauter, mais ça me semble très important de pouvoir travailler avec les deux. Et puis la dernière démarche qui est celle de se dire on va mettre un peu de genre là-dedans et puis on va pas s'embêter à former les équipes, on va pas s'embêter à faire évoluer nos outils, on va pas s'embêter à faire bouger nos procédures en interne. La gouvernance, il n'y a que des hommes ou il n'y a que des femmes, c'est très bien comme ça. Sachant que la non-mixité dans la gouvernance, pour moi aussi, ça peut se justifier. On peut tout à fait concevoir, par exemple, qu'une association de femmes qui a été victime de violences conjugales ait envie de travailler ou qu'un groupe ait envie de travailler juste entre femmes. Ça peut, à mon avis, ça peut se concevoir aussi. Le tout, c'est encore une fois, voilà, qu'est-ce qui justifie? Et surtout, sans prévoir de véritables mécanismes d'évaluation. Et là, évidemment, on rentre dans une problématique beaucoup plus vaste qui est la problématique donc générale de l'évaluation des actions et plus globalement de l'évaluation des politiques publiques. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de bilans en fin d'action qui arrivent où finalement, ce que l'on trouve dans la fiche, c'est une description de ce qui s'est passé et non pas un bilan de l'impact de ce que ça a pu avoir. Donc, on est encore beaucoup dans la description des processus. Voilà, on a eu tant de filles, on a eu tant de garçons, on a fait ci, on a fait ça. On avait prévu 4 réunions, on a fait 4 réunions. On avait prévu 3 sorties, on a fait 3 sorties. Tout s'est bien passé. Bon, voilà, c'est vrai que c'est très compliqué parce que le temps du projet est souvent très court, mais je pense qu'on a véritablement besoin, et l'égalité femmes-hommes en a vraiment besoin, de s'appesantir davantage sur les mécanismes d'évaluation pour être en mesure de dire, voilà, on a fait ça, ça et ça, ok, mais ce qui est important, c'est, et au final, qu'est-ce que ça a changé? Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici pour avoir un peu un temps d'échange. Ce n'est pas parce qu'on n'y pense pas qu'on n'a pas d'impact dessus. Ça peut aussi faire partie du mot de la fin. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis d'égalité femmes-hommes dans vos projets que ça n'aura pas un impact sur l'égalité femmes-hommes. C'est souvent même plutôt le contraire. On risque des impacts négatifs quand on n'a pas
pensé, quand on n'a pas anticipé, on risque d'être dans le scénario qui consiste à empirer ou à conforter les stéréotypes. Et puis, voilà, le mot de la fin, il ne sera pas de moi, il sera donc de deux personnes, donc Fabienne Keller et Hélène Geoffroy, qui sont coprésidentes du Conseil national des villes, qui ont écrit un communiqué de presse pour le 8 mars, et j'aime plutôt bien leur conclusion. Il n'y a pas d'invisible, il n'y a que des aveuglés. Donc voilà, cessons d'être aveuglés et faisons en sorte de travailler à rendre de plus en plus visibles les inégalités et puis on l'espère aussi très bientôt l'égalité. Donc voilà, notre temps d'échange. Je crois qu'on a une petite vingtaine de minutes pour discuter. Plutôt une petite dizaine de minutes avant de passer à la conclusion, si ça vous va, pour être à peu près dans les temps. Alors, ben voilà, vos questions, levez la main ou gesticulez devant la caméra ou envoyez dans le chat, on vous répondra. Y a-t-il un catalogue disponible de formation à destination des agents, animateurs ou autres structures œuvrant dans les QPV? Alors, peut-être Ingrid peut répondre pour les Hauts-de-France. Elle a dû étudier la question, je pense. Merci Claudie. Écoutez, je n'ai pas connaissance d'un catalogue spécifique. Après, bon, l'IREV se mobilise pour les acteurs et porteurs de projets. Donc ça, c'est déjà une séquence de qualification disponible. Après, je pense qu'il y a aussi des dynamiques de territoire qui peuvent se mettre en place aussi avec l'ensemble des acteurs de la politique de la ville à l'échelle des intercommunalités ou d'autres formations plutôt par des grandes associations. Sur la plateforme de la grande équipe, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations et notamment d'accès aussi à des webinaires sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je vous invite aussi à pouvoir aller consulter sur le site de la grande équipe. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ce que je peux rajouter peut-être, c'est que lorsque l'Agence nationale des collectivités territoriales, donc l'ANCT, qu'on appelait le CGET autrefois, lorsque la démarche des budgets intégrant l'égalité a été lancée en 2019, une des choses qui devait se passer à la fin de l'expérimentation, en tout cas pour accompagner cette expérimentation, c'était effectivement d'inscrire des formations égalité femmes-hommes au catalogue CNFPT. Hein, donc de mettre un certain nombre de formations là. Mais effectivement, il y a encore on va dire un déficit de quelque chose d'un peu organisé. Et voilà, je crois que pour le moment, chaque collectivité se débrouille un peu pour aller chercher, pour aller trouver quelqu'un qui peut les accompagner. Mais donc, effectivement, il y a les directions départementales ou les directions régionales droits des femmes qui sont là, qui sont importantes. Ça peut être les CIDFF, ça peut être le planning familial. Enfin, voilà, il y a quand même des associations sur les territoires et puis d'autres qui possèdent. Et je pense, on en a discuté souvent avec Ingrid et les gens de son réseau. Moi, ça me semble très important maintenant de passer à la dynamique de la formation des formateurs. Je pense très important, effectivement, de pouvoir former dans chacun des territoires un noyau dur de personnes et d'organisations capables d'accompagner sur cette thématique-là. Vous avez repéré d'autres les politiques, oui, pour les élus aussi. On commence à y travailler. C'est Nadine qui parle de la formation des élus. C'est très important. C'est évidemment très important puisque les collectivités de plus de 20 000 habitants sont supposées redonner chaque année, depuis 2014, un rapport annuel de situation comparée, un rapport en matière de situation des hommes et des femmes. Il y a à peu près un quart des collectivités qui sont supposées remettre ce rapport qui le remettent. Et dans ce rapport doit être décrit justement ce que la collectivité, alors ça peut être commune, communauté de communes, département, région. Et donc ça, c'est très important parce que je pense que c'est aussi un levier qu'il faut pouvoir activer en tant que société civile, en tant que professionnel,
demandez des comptes à votre mairie, demandez des comptes à votre municipalité, à votre collectivité, pour dire, ben voilà, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'égalité femmes-hommes, parce que ce sont aussi des informations qui peuvent aller dans le sens aussi de vous encourager, de vous soutenir dans votre démarche, ou de valoriser le travail que vous faites sur ces questions-là, qui très souvent est encore trop invisible. Il y a des collectivités qui font des choses très intéressantes et qui en parlent très très peu en fait. J'avais une question au-delà des... Je voulais intervenir parce que vous n'en avez pas trop fait référence. Oui. Mais, ça me semble quand même assez important, même si au demeurant, on est dans la mise en œuvre de la loi. Et j'entends bien, hein, c'est bien la loi française qui nous amène à travailler sur l'égalité homme-femme. Et c'est essentiel. Mais néanmoins, on doit prendre en compte l'histoire et les parcours des familles et des femmes, et tout particulièrement de leur parcours de vie et de leur histoire. Et le rapport qu'on a à la liberté, parce que c'est un peu ça aussi qu'on évoque dans l'égalité homme-femme, il n'est quand même pas vécu de la même manière d'une femme à une autre, parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle vient avec son histoire, alors en groupe, en collectivité, je ne vais pas dire communauté, parce que ce n'est pas forcément un mot que j'aime bien. Et ça, vous ne l'avez pas évoqué. Et au demeurant, les acteurs de l'éducation ou les acteurs sociaux sur les territoires, parfois, ils font face à ça. Alors, faire face à quoi? Au communautarisme, au regard de la femme par rapport à ses principes ou par rapport à son histoire ou à sa culture de référence, parce qu'on va parler de culture de référence. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense que tout le monde me comprend. Et sur ces questions-là, on a un peu de mal quand même entre professionnels à poser les choses sur la table. Je pense que c'est ça qui nous met des fois dans des difficultés à pouvoir faire des projets communs et des projets complémentaires, parce que au-delà que chacune des structures, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque professionnel puisse remplir sa fiche et faire un projet, il me semble que ça doit s'inscrire dans un projet de territoire, cette dimension-là. Parce que la cohérence, elle doit être importante. C'est ce que vous disiez. Hein, je ne vais pas revenir sur la question de la complémentarité, mais si on n'est pas complémentaire, on n'est pas cohérent sur cette question-là, avec les femmes et les hommes du territoire pour travailler sur l'égalité, on pourra faire ce qu'on veut dans nos structures et dans nos projets, on n'avancera sur rien, quoi. Et il me semble que dans les diagnostics de projets de territoire, ça manque. Ça manque la liberté de parole de ces acteurs qui, à un moment donné, butent sur des choses qui font référence peut-être à leur propre histoire aussi, hein, parce qu'on vient tous de quelque part. Absolument. Et ça bloque quand même, à mon avis, le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Et la question de l'évaluation et des indicateurs, là-dessus aussi, elle n'est pas très claire. Enfin, je pense qu'on arrive avec un principe en se disant, bah voilà, la loi, elle dit qu'il faut qu'il y ait de l'égalité. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'égalité, alors avec tout ce que vous nous avez dit, hein, la parité. Mais le principe déjà de l'égalité, la loi, elle n'est pas comprise. Pourquoi on pose cette loi-là? Qu'est-ce qui fait qu'on la pose? Pourquoi en France? Claudie, quelques mots pour répondre avant de passer aussi peut-être à d'autres remarques. Je vois Karima qui a peut-être d'autres relais. Je t'en prie. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Bon, c'est la limite de l'exercice des 2 heures qu'on a ensemble à passer aujourd'hui. Mais toute la question du diagnostic, elle est bien là. C'est-à-dire avec quels outils on arrive pour poser un diagnostic qui soit le plus inclusif possible, le plus participatif possible et qui justement nous permette d'extraire toutes ces nuances qui sont des nuances fondamentales, si ce n'est pas paradoxal de parler de nuances fondamentales. Et c'est uniquement quand je pense que c'est absolument essentiel justement d'évaluer, moi j'aime bien parler de marge de manœuvre, parce qu'on n'a pas tout le temps la même marge de manœuvre. Je veux dire, en fonction du point de départ, on ne peut pas se fixer le même point d'arrivée et on ne peut pas se fixer le même chemin pour aller de A à B. Donc pour moi, ça me semble toujours absolument fondamental de comprendre d'où on part. Et comprendre d'où on part, c'est le comprendre avec les femmes et avec les hommes avec lesquels on a l'ambition de travailler. Parce que c'est aussi à travers cet échange-là qu'on peut évaluer jusqu'où on va aller, jusqu'où on veut aller, jusqu'où les gens sont capables d'aller, peut-être dans une première étape. Moi, ce qui me semble également problématique ici, c'est la continuité des projets. On sait que la question de l'égalité, elle demande, comme beaucoup de chantiers, mais la question de l'égalité, c'est quelque chose qui se fait sur un temps long, c'est évident, sur un temps, dans des espaces complètement
multisectorielle parce que voilà, on peut pas travailler l'égalité et la liberté. Je veux dire, ça faisait partie de mon nuage de mots. Ça paraissait pas en très grand, mais ça me semble voilà évidemment essentiel. Si on veut travailler la question de l'emploi, il faut la travailler à travers la mobilité, il faut la travailler à travers la question de la parentalité, il faut la travailler à la question de la formation, il faut la travailler à partir de la question de la langue. Enfin, il y a tellement de... Et donc, c'est aussi, je pense, que l'essence même du travail sur l'égalité femmes-hommes, c'est ce que vous dites. Je veux dire, on ne peut pas travailler ces questions-là si on continue à travailler en silo. Et là, par définition, on a un thème transversal et il faut pouvoir, sur un territoire, l'activer de manière transversale. C'est-à-dire avec des consortiums, des partenariats qui soient certainement des partenariats différents de ceux qu'on met en route d'habitude aussi. Karima, peut-être Pardon Claudie, excuse-moi. Juste savoir si Karima, elle peut relayer une dernière question pour pouvoir passer à la conclusion. Je sais que c'est très frustrant, mais le temps est limité. Je t'en prie. Désolée. Et puis, je signale aussi que sur la question des formations, il y a eu d'autres références qui ont été postées sur le chat pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors, pour la dernière question, elle est très liée au contexte de pandémie. Un participant ou une participante demande, à l'ère de la crise sanitaire, comment travailler la question de l'égalité homme-femme via des plateformes numériques. Et ça appelle une question peut-être plus large sur, en tout cas, comment cette pandémie a l'impact ou elle révèle des choses particulières sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Alors, sur ce que la pandémie a révélé en France comme dans le monde entier, effectivement, on voit émerger énormément de données sur cette question-là. On a nous-mêmes fait un travail sur l'égalité dans les quartiers en France avec certaines collègues d'Ingrid. Il y a plusieurs documents qui sont sortis plus spécifiquement là-dessus. Ce qu'on a vu émerger à l'échelle des quartiers, ça reprend ce qu'on a vu émerger à l'échelle nationale, c'est-à-dire le poids du suivi éducatif qui a été largement porté par les femmes, la question des violences en temps de confinement, le fait que les femmes se sont énormément mobilisées dans les quartiers pour assurer qui l'épicerie sociale, qui la livraison des repas. Enfin voilà, il y a une mobilisation très très importante c'est un peu comme les infirmières, tout le monde a applaudi et puis après, une fois que ça a été terminé, on a un petit peu oublié ça. Et je pense que c'est intéressant et peut-être juste pour finir là-dessus, le plan de relance, les plans de relance post-Covid qui sont en train de sortir actuellement sont très emblématiques de ce qui se passe et sont très emblématiques de comment on a compris quelque chose pendant la crise et comment on l'oublie ensuite quand on lance un plan de relance. Donc tout ce qu'on a pu apprendre sur les métiers des femmes, sur l'informalité et la précarité de leurs emplois, notamment dans les quartiers. Tout ce qu'on a pu apprendre sur l'éloignement justement du numérique. Il y a énormément dans les quartiers d'associations qui nous ont fait part de la difficulté des femmes il n'y a pas d'ordinateur à la maison, où il n'y en a qu'un, où il n'y a pas d'imprimante, et puis comment on va sur Pronote, comment on fait ce suivi pédagogique dont on sait qu'il a été massivement opéré par les femmes. C'est aussi comment est-ce qu'on rebondit sur tout ce qu'on a appris pendant le confinement pour transformer aussi nos actions et intégrer des choses nouvelles. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui se pose au niveau des quartiers, mais à un niveau beaucoup plus, à toutes les étapes en fait, à tous les niveaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment des diagnostics à reposer avec les gens des quartiers. Et quand je dis avec les gens des quartiers, c'est évidemment avec et les hommes et les femmes, pour essayer de mieux comprendre ce que le confinement a voulu dire pour elle, pour lui, ce que ça a changé. Et puis peut-être un peu comme ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes sont partis au front et que les femmes sont parties
voilà, dans des métiers pour lesquels elles n'étaient pas destinées, et qu'à la fin de la guerre, on leur a dit c'est gentil d'être venus les filles, mais maintenant que les hommes sont revenus, rentrez chez vous. Je pense qu'on a, voilà, on a aussi un petit peu cette réflexion à avoir avec le Covid. On a vu vraiment les femmes sortir en masse pour plein de raisons et beaucoup de difficultés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on dit maintenant c'est gentil les filles, rentrez chez vous, ou est-ce qu'on essaye justement de capitaliser et de rebondir sur ce qu'on a pu constater et ce qui a pu commencer à se dégager aussi comme nouvelle dynamique? Comment est-ce qu'on prend acte en fait? Merci à toutes et à tous d'avoir été ici. Nous avons partagé un certain nombre de données dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site pour avoir plus d'informations. Vous trouverez également nos coordonnées sur le PowerPoint qui est partagé d'ailleurs sur la page de l'événement. Toute l'équipe de l'IREF se tient à votre disposition pour plus d'informations et notamment le pôle prévention des discriminations. Vous trouverez donc bien entendu nos coordonnées. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, j'espère, au deuxième semestre.